Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Pont, bonjour. Derrière ce micro, membre très actif d'Artisans du Monde Saint-Malo. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une enquête avec Action Aid. Oui, donc Action Aid, c'est une organisation non gouvernementale qui a des antennes dans une quarantaine de pays, je crois, dans le monde. Et donc, Action Aid, Bangladesh et Cambodge ont fait des interviews de travailleurs dans ces deux pays pour savoir comment s'était passée spécialement la période du Covid. Donc en donnant des chiffres et en donnant la parole à ces ouvrières, donc c'est intéressant. Alors, le Covid, c'est vrai que le Bangladesh est le deuxième fournisseur de textiles dans le monde, après la Chine. Le Cambodge, c'est une montée en puissance au niveau justement de production textile avant la crise Covid. Et là, la crise a fait que les grandes marques qui se fournissent dans ces pays-là ont stoppé leurs commandes. Quelquefois n'ont pas payé les commandes en cours, etc. Ensuite, la Chine, ces pays, Cambodge et Bangladesh, ont besoin des éléments, le coton, etc., des tas de produits, de matières premières qui viennent de Chine. Donc avec le Covid en Chine, ça a été vraiment la coupure. Donc cette industrie s'est vraiment trouvée très menacée pendant cette période. Alors ça a eu deux conséquences. Il y a eu des licenciements, tout simplement, parce que les sous-traitants ferment leurs boutiques, ferment leurs usines, sans indemnité. Alors pour le Bangladesh, par exemple, il y avait 4600 usines, ateliers avant le Covid. Il y en a 1000 qui ont fermé pendant le Covid. Ça représente aussi 4 200 000 ouvriers dans le pays. Il y en a pratiquement 1 million qui s'est retrouvé licencié du jour au lendemain, bien souvent. Ils ont appris en se pointant devant l'usine que c'était fermé, donc les payes et aucune indemnité de licenciement, etc. pour la plupart des cas. Au Cambodge, le Cambodge, c'est 800 000 ouvriers dans les usines textiles. Il y a eu 100 000 aussi licenciements. Donc pour cela, c'est dramatique parce qu'il n'y a pas d'aide pratiquement. Au Cambodge, un petit peu, mais au Bangladesh, beaucoup moins par l'État, par les usines aussi. Par exemple, il y a une usine qui s'appelle Violette Atel, qui fournissait beaucoup pour Nike. Et donc les ouvriers licenciés auraient eu droit à 1 200 € à peu près. Mais Nike a refusé en disant non, nous, on n'a pas passé de commande dans cette usine-là, alors qu'il y a des preuves par ailleurs. Donc ils refusent les aides. Alors je reviens un petit peu aussi sur la notion de salaire vital, et salaire minimum légal et salaire minimum vital. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, mais pas encore partout dans le monde, d'ailleurs même pas partout en Europe, il existe un SMIC. Mais ce SMIC, bien souvent, il est insuffisant pour vivre décemment. Alors des associations, des syndicats ont établi ce qu'on appelle par pays le salaire minimum vital qui lui permettrait à une famille de vivre décemment. Donc ce salaire vital, il est basé sur un salaire pour faire vivre une famille de 4 personnes, les 2 parents et 2 enfants, en respectant des horaires légaux dans le pays, sans heures supplémentaires, pour leur permettre de vivre, de se nourrir, de se soigner, de s'habiller, de se loger, plus une petite marge pour pouvoir économiser ou se payer des loisirs ou investir dans quelque chose. Donc au Bangladesh, le salaire minimum légal, il est de 83 €. Le salaire vital, il serait de 497 €. C'est-à-dire au moins 6 fois moins le légal que par rapport au vital. Et au Cambodge, il est de 188 € contre un salaire vital de 555 €. Donc c'est pas une situation qui est viable en fait pour les ouvriers, c'est-à-dire pour les salariés. Continuellement, dans une famille dans ces pays-là, un salaire, ça suffit pas. Il faut au minimum 2 salaires, ou alors l'ouvrier trouve un autre salaire, alors que bien souvent ils font déjà des journées à rallonge,
Et ça permet à peine de se nourrir. Hein. Donc avec la crise du Covid, là c'est plus de 50% de la population dans ces pays-là qui a vraiment de gros problèmes d'alimentation. Les parents se sacrifient, ne mangent pas pour nourrir les enfants, on saute des repas par semaine. Toutes ces familles, alors qu'elles n'ont pratiquement plus de revenus, sont obligées de s'endetter, pratiquement plus de 50%, 70% même. On fait des emprunts importants pour ces familles-là, pour vivre. Et alors ça concerne en priorité ceux qui ont été licenciés. Maintenant, ceux qui ont gardé leur emploi, bien souvent les salaires ont été baissés. Les normes de production ont été augmentées. On a le cas d'une ouvrière qui dit que c'était 350 articles à produire en une heure. On est passé à 400, ce qui fait quand même une importante... Les cadences sont augmentées. Les cadences sont augmentées. Après aussi, le Covid... certaines usines ont fourni des masques en petite quantité, mais quelquefois font un effort pour assurer la sécurité. Mais le gros problème que soulèvent les ouvrières, bien souvent, c'est les transports. Déjà alors il y a eu des périodes de confinement où tout était fermé. Ensuite, des usines ont rouvert. Mais dans les transports, c'est la promiscuité totale, le risque d'attraper le Covid. Donc... les baisses de salaire, augmenter des cadences, les problèmes de transport, ça fait que c'est difficile pour les ouvriers. Et ceux qui ont été licenciés, par exemple, il y a eu des interviews d'ouvriers licenciés. En général, le chômage, c'est 11 mois en moyenne, donc sans pratiquement aucun revenu. Et s'ils sont réintégrés, réembauchés par d'autres usines, ça a été de l'ordre de moins 40% sur les salaires entre leur ancien salaire et le nouveau. Il y a tellement de chômeurs, c'est facile pour les patrons de dire si tu n'es pas content de travailler dans ces conditions, on ira chercher autre chose. Voilà. Donc, oui, je voudrais dire, si ça intéresse les gens d'avoir plus cette enquête, on peut la trouver sur Internet. Alors, Action Aid, ça s'écrit Action AID. Et en tapant Action Aid victime de la mode, on arrive sur ce dossier. Et donc, Action Aid essaye aussi de militer auprès des marques, auprès des gouvernements bangladais et cambodgiens, mais aussi au niveau de l'Union européenne, de l'ONU, pour arriver à faire appliquer faire respecter les droits minimums des travailleurs dans tous ces pays. Un grand merci à vous, Jean-Claude Pan, pour ce focus sur cette enquête. Oui. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir quand même, ou d'où viendrait le salut pour ces ouvriers? Parce que vous, artisans du monde, vous n'êtes pas très... sur place, implanté, c'est ce que vous cherchez. Oui, sur place, vous êtes plus en Afrique ou en Amérique du Sud? Oui, enfin, on est en Afrique, en Asie beaucoup, mais pas forcément dans le textile. Nous, avec des coopératives, voilà, c'est ça. On n'a pas les moyens d'avoir une collection de textiles, etc. On n'a pas les moyens financiers, humains. Alors l'espoir, oui, c'est comment? Donc la France, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais a voté une loi devoir de vigilance pour les multinationales. L'Europe est en train d'envisager d'avoir le même type de loi. Et donc là, justement, Action Aid et Éthique sur étiquette poussent pour que à l'ONU, on fasse le même type de loi. Et aussi l'Organisation internationale du travail, l'OIT, que ces lois, ces décrets soient appliqués partout dans le monde. Donc on peut espérer de ce côté-là, c'est au niveau politique. Merci encore à vous, à Jean-Claude Pan. On vous retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, derrière ce micro. Oui, belle semaine à vous. Au revoir. Oui.